Très chers téléspectateurs des Géopolis, bienvenue à vous et surtout bonsoir, bienvenue à cette tranche spéciale consacrée à l'indépendance économique de la République démocratique du Congo, 62 ans après. On va dire quid de l'indépendance économique. C'est vrai, on a eu l'indépendance politique, mais l'économie, c'est celle qui crée de problèmes, elle boite. Il y a plusieurs économistes qui ont réfléchi par rapport à l'indépendance économique. Ce soir, nous allons également essayer de nous pencher sur cette question qui est une question majeure pour la République démocratique du Congo. Donc, quid donc de l'indépendance économique de la République démocratique du Congo 62 ans après? Et nous n'allons prendre qu'un aspect parce qu'il y a plusieurs aspects. Lorsqu'on parle de l'indépendance économique, ce soir, nous allons parler de l'aspect banque et mine. On dit toujours que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui regorge beaucoup de ressources, mais sa population reste curieusement ou malheureusement pauvre. On va essayer de réfléchir et sur ce plateau avec Dieudonné Boinali, qui est journaliste économique à Géopolis, le forum, bien sûr, et il est également le directeur des rédactions. Messieurs Dieudonné, bienvenue à vous. Bonjour, estimé concert, Gisèle Malamba. Merci pour cet honneur, merci aussi pour l'invitation. On dit, je le dis en titre, on dit la RDC très riche, beaucoup de ressources. Curieusement, on a une population pauvre. Ce soir, nous voulons réfléchir un peu sur ce qui se passe et peut-être essayer de donner quelques pistes de solutions. Que devrons-nous faire pour remonter la pente? Mais je voudrais, d'entrée des jeux, commencer par la thématique des banques avant d'entamer les mines. Parce que banque et mine, c'est vaste, mais on voudrait circonscrire. On commence par les banques et on va prendre les mines par la suite. Merci pour la question. Parler des banques, parler des mines, c'est pas facile, ce sont des sujets vastes, mais au cours de cette émission, nous allons essayer de dire l'essentiel, d'apporter l'essentiel, ce qui intéresse l'opinion, ce qui va nous permettre d'aller de l'avant, de donner de l'indépendance économique à notre pays. Une banque, qu'est-ce? Une banque, c'est une institution financière régie par les codes monétaires et financiers. Elle a pour principale mission de proposer des services divers. Parmi ces services, vous avez la collecte de l'épargne, vous avez des prêts ou des crédits à donner aux particuliers, personnes physiques et personnes morales. Vous avez aussi la fonction d'intermédiaire dans le monde des affaires entre pour faire les paiements entre les fournisseurs et les consommateurs. En République démocratique du Congo et d'ailleurs même dans le monde, on distingue 4 types de banques. Vous avez la banque centrale, qui est considérée comme la banque des banques. La banque centrale, elle a plusieurs missions, mais les principales, c'est de fixer les taux directeurs, c'est-à-dire les taux d'emprunte à partir duquel les banques commerciales prêtent de l'argent. Mm-hmm. Vous avez aussi comme mission, la Banque centrale est là aussi pour émettre de la monnaie. C'est un pouvoir lui reconnu par les législateurs. À côté de la Banque centrale, vous avez les banques commerciales. C'est à vrai dire les banques populaires, c'est là où tout le monde a presque un compte bancaire. Les banques commerciales sont surnommées aussi des banques de détail. À côté des banques commerciales, vous avez les banques d'affaires. Cette catégorie de banques est là pour accompagner les investisseurs, les entreprises qui veulent s'installer au pays et même celles qui sont déjà installées au pays. Et puis vous avez les banques d'investissement.
Ces banques, la dernière catégorie des banques, elles sont là pour acheter les actions des obligations et les revendre sur les marchés financiers et monétaires. Maintenant, quelles sont les banques qu'on retrouve en République démocratique du Congo? On retrouve presque toutes Ces quatre catégories de banques. Et au jour d'aujourd'hui, le pays compte plus ou moins 15 banques. Seulement. Si vous allez me permettre, je vais les citer, mais on en avait une vingtaine. Certaines sont tombées en faillite. On comprend parce que les grandes banques, aujourd'hui, les noms sont connus. Oui. On va peut-être vous exempter de pouvoir les citer, mais je voudrais un peu comprendre. Vous avez dit 4 catégories des banques, mais quand est-ce que ces banques se sont installées? Parce qu'à un moment, moi personnellement, je connaissais seulement la Banque centrale du Congo. Et puis, à un certain moment, on a commencé à voir des banques venir s'installer, peut-être sans trop connaître ce que c'est. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre vraiment l'historique un peu? Si vous pouvez, en quelques minutes, nous donner cette histoire des banques. C'est une bonne question. Avant l'avènement du colonisateur, il y avait une économie, mais c'était une économie traditionnelle. Et quand le colonisateur belge est arrivé, l'ex-mère patrie voulait exploiter le Congo. Mais comment vous allez exploiter le Congo sans avoir la finance? Il fallait chercher des moyens sur le plan international. Pour faciliter les transactions. Léopold II avait cherché des moyens sur le plan international auprès des banques étrangères pour financer son entreprise qui était le Congo. Il fallait exploiter le Congo comme une entreprise économique pour que le pays soit rentable, ça puisse générer des profits. Or, l'argent qu'on allait prêter à Léopold II, on n'allait pas lui donner en main ou dans des caisses. Il fallait créer des banques locales sur place pour aider les transactions commerciales et aider aussi les investissements futurs. C'est comme ça qu'on a eu les premières banques qui ont été créées en République démocratique du Congo. Et l'actuelle Equity Bank, anciennement BCDC, fut l'une des premières banques créées en République démocratique du Congo. Et à l'accession du pays à l'indépendance, il y a eu d'autres banques qui se sont créées. D'autres banques se sont créées sous Mobutu, d'autres sous les Kabila père et Kabila fils. Et au moment où nous parlons, il y a des dossiers de création des banques au niveau de la Banque centrale qui attendent des autorisations. Et à côté de ces banques, vous avez aussi des institutions financières non bancaires. Après l'indépendance, nous avons eu comme première institution financière non bancaire la Société nationale d'assurance. Et avec la libéralisation du secteur, nous avons... Donc la SONAS fonctionne comme une banque. Une banque entre guillemets, ce n'est pas vraiment une banque à proprement parler, c'est une institution financière qui est là pour collecter, comme j'avais dit en citant les rôles des banques, collecter l'épargne, faciliter les paiements. C'est quand vous avez un cas de sinistre, on a connu un véhicule, votre véhicule par... Il faut vite arranger. Voilà, il faut vite arranger, payer les sinistres. C'est un peu comme si vous gardez votre argent là-bas. C'est comme si vous gardez votre argent à la banque, mais ce n'est pas vraiment une banque, une sorte d'épargne. Voilà, en fait. À côté des banques, voulais-je dire, il y a des institutions financières non bancaires. J'ai dit tantôt les compagnies d'assurance. Et aujourd'hui, il n'y en a pas qu'une, la SONAS. Il y en a beaucoup pour ne pas faire la publicité. Il y a maintenant une dizaine. Et puis, à cela s'ajoutent des crédits. Pour terminer cette liste, je citerai aussi les institutions financières non bancaires et des coopératives. Vous avez par exemple l'IFOD des catholiques. Vous avez Mecreco. Et il y en a beaucoup. Donc, voilà en fait, résumé l'histoire
de l'établissement des premières banques en République démocratique du Congo. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de banques, mais combien de banques appartiennent aux Congolais? Est-ce que vous avez l'idée? Parce que moi, personnellement, je ne vois que des banques étrangères. La plupart d'entre elles, elles sont étrangères. Est-ce que les Congolais aujourd'hui créent des banques dans leur propre pays? On peut demander. Il n'y en a pas. Il y a eu des tentatives de création des banques par les Congolais. Des banques à capitaux congolais. Il n'y en a pas beaucoup. Des tentatives. Et puis, il y a eu des banques qui ont réussi après leur création. Vous vous souvenez de la nouvelle banque de Kinshasa? Ah oui, la NBK. Voilà. Qui appartenait à un dignitaire du pays sous Mobutu. Dokolo. Et puis, à part la NBK, il y a eu d'autres banques. Vous avez par exemple la Rao Bank. C'est une banque congolaise. Même si elle appartient au groupe Raoji, c'est une banque congolaise. Mais pour vous aider, sont congolais. Capitaux congolais. Pour aider nos téléspectateurs à puissent bien comprendre ces sujets, j'aimerais, avec votre permission, citer quelques banques. Avant 2020, on avait plus ou moins 20 banques. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons 15 banques. Ça veut dire que les banques tombent facilement en faillite. Il y avait des banques qui sont tombées en faillite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu la Banque internationale d'Afrique au Congo, la BIAC. Ah oui, la BIAC. Nous avons eu la Banque congolaise. Qui continue à créer même des problèmes. Il y a eu la Banque à la confiance d'or, Bancor. Nous avons eu aussi Biblos Bank. Et puis, la dernière banque, c'était... j'ai cité les quatre. Donc, BIAC, Banque congolaise, Bancor et Biblos Bank. Donc, toutes ces quatre banques sont tombées en faillite. Et nous sommes restés avec 16 banques. Dans les 16 banques, vous avez la Banque centrale, vous avez Equity Bank commerciale du Congo, actionnaire majoritaire, c'est Equity Group du Kenya, pays d'origine, les Kenyans. Vous avez... Donc, c'est une banque kenyane. C'est une banque kenyane. Vous avez First Bank of Nigeria, c'est une banque du Nigeria, créée par des Nigériens et à capitaux nigériens. C'est la deuxième. Aujourd'hui, les Congolais n'ont pas, à l'heure où nous faisons cette émission, il n'y a aucune banque à capitaux congolais. Il n'y a aucune. Sur les 16 banques que nous avons, nous enlevons la banque centrale, nous restons avec 15 banques. Dans les 15 banques, vous allez voir, il y a 4 banques à capitaux congolais, mais malheureusement, ces banques n'appartiennent pas aux Congolais, aux citoyens de nationalité congolaise. Elles sont congolaises pour le fait que ces citoyens ont choisi le Congo comme leur deuxième patrie. Ils se sont établis ici, ils ont créé des affaires, les affaires se sont développées. Mais ce ne sont pas des Congolais d'origine. Mais ce ne sont pas des Congolais d'origine. C'est comme la Rao Bank qui appartient à la famille Raoji. C'est une banque congolaise, de nationalité congolaise, mais qui n'appartient pas à un Congolais. Donc, sur cette liste, vous avez aussi Standard Bank Congo, une banque d'origine sud-africaine. Vous avez la Rao Bank, j'ai cité Congo, et EcoBank RDC, c'est une banque togolaise. Vous avez la Tranche Merchant Bank TMB, qui est une banque belge. Donc, toutes ces banques, pratiquement, elles sont étrangères. Elles sont congolaises parce que elles ont des filiales ici. Oui. Voilà. Mais vous avez Afriland First Bank, Cameroun. Avec un Congolais pur. Comme la loi exige qu'à la tête de toutes ces entreprises, des filiales des multinationales, on doit avoir à leur tête des nationaux. Cela ne veut pas dire que ces banques appartiennent aux Congolais. Ce sont des banques étrangères. Okay. Mais nous allons en arriver. Elles contribuent beaucoup pour l'économie du pays. Vous avez aussi Access Bank Nigeria. Vous avez Solidaire Bank Portugal. Sophie Bank, c'est la Grande-Bretagne. Advance Bank Luxembourg. Bank of Africa, le Maroc. United Bank of Africa, IBA, c'est Nigeria. Et pour terminer, vous avez BGFI Bank qui appartient aux Gabonais. C'est une banque gabonaise. Donc, sur ces 15 banques que j'ai citées, il n'y a aucune banque créée par un citoyen qui a la nationalité congolaise d'origine et par les capitaux congolais. C'est pour cela que vous voyez le gouvernement Sama Lukonde se bat jour et nuit, multiplie des efforts, met en place des réformes pour qu'on puisse avoir une classe moyenne. C'est à travers la classe moyenne qu'on aura des citoyens qui auront des moyens pour créer des banques. Et les premières banques, ce n'est pas pour aujourd'hui.
Il faut encore attendre. Nous devons avoir notre Pourtant, mal à patience. on en a eu dans le passé. Voilà. Elles sont tombées en faillite. Aujourd'hui, on n'en a pas, mais Voilà. M. Dieudonné nous dit qu'il faut attendre. Mais en ce qui concerne les chiffres d'affaires des banques en RDC, en 2020, selon les statistiques de la Banque centrale du Congo, les banques, toutes les 15 banques citées, y compris la Banque centrale, ont brassé 10 milliards de dollars américains. 10 milliards 400 millions de dollars américains. Elles contribuent vraiment à l'économie. Voilà, elles contribuent Mais à je l'économie. voudrais comprendre un peu le circuit. Qui contrôle un peu les circuits financiers? C'est la banque mère? La banque Je ne sais mère, pas comment ça la se banque passe. mère est là comme un arbitre financier. C'est comme un gendarme financier. Elle est là pour réglementer les marchés d'échange, pour appliquer la politique monétaire du gouvernement et puis pour émettre de la monnaie. La monnaie que nous utilisons, il y a l'une des monnaies que nous utilisons qui est une monnaie nationale. Vous avez les francs congolais. C'est la Banque centrale qui a la responsabilité de débattre la monnaie et de gérer la monnaie nationale. Pour les autres monnaies étrangères, la banque les gère non pas comme des monnaies nationales, mais comme des devises étrangères dont le pays a besoin pour financer les importations. N'oubliez pas que nous sommes un pays d'importation des biens. Nous ne produisons pas assez de biens. Nous sommes appelés tout le temps à avoir des devises, à les économiser pour financer nos importations à l'étranger. Vous comprenez, chers téléspectateurs, que la République démocratique du Congo aujourd'hui doit créer sa propre classe moyenne pour pouvoir remonter un peu la pente, c'est vrai. On n'est pas contre les étrangers. Nous ne sommes pas contre les étrangers. D'ailleurs, ces banques, je voulais souligner les points positifs. Ces banques, bien qu'elles sont étrangères, elles ont participé au développement de ces pays, à la croissance économique. Mais il faut quand même qu'il y ait émulation avec ces les banques Congolais. ont créé de l'emploi sur toute l'étendue du territoire national. Elles payent les impôts et taxes. Elles facilitent l'établissement des investisseurs au pays. Elles facilitent aussi les paiements et les transactions commerciales. Il ne faut pas oublier, ces banques ont joué un grand rôle même lors de la bancarisation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Il y a eu des milliers de coins, des recoins reculés du pays où il n'y avait pas des agences bancaires. Ces banques-là se sont déployées parce que c'était un nouveau marché pour elles, c'est-à-dire les paiements des salaires des agents de l'État. En se déployant sur les terrains, ils ont augmenté les taux, je peux dire, de bancarisation du pays. Parce qu'il y avait des provinces où il n'y avait pas de banques. Mais aujourd'hui, les banques sont un peu installées les partout. Fonctionnaires sont passés par la banque. Maintenant, on les paye par la banque qui sont bancarisés. Mais bien qu'on a 15 banques, c'est à la fois beaucoup. Mais le taux de pénétration, par rapport à l'étendue du pays, le taux de pénétration est faible. Hein? Notre économie, c'est une économie informelle. Beaucoup de Congolais font des affaires en dehors du circuit formel, de l'économie formelle. C'est pour cela que vous avez un faible taux de bancarisation. Vous avez aussi un faible taux. Vous avez entendu les chiffres d'affaires de 10 milliards, mais c'est peu par rapport au produit intérieur brut, par rapport à la production nationale et aux activités qui se déroulent dans les pays. Beaucoup de gens se méfient encore des banques. Vous l'avez dit tout à l'heure, certaines tombent en faillite tout le temps, à cause aussi du mauvais climat des affaires. Vous avez aussi les contextes politiques, il y a tout le temps des bruits de bottes. Bon, les gens s'intéressent aussi, j'ai mis mon argent là-bas, bon, demain s'il y a une guerre, est-ce que je vais les récupérer? Donc les gens gardent de l'argent à la maison. Non, il ne faut pas garder de l'argent à la maison. Les économistes appellent ça la thésaurisation. C'est-à-dire quand vous gardez de l'argent à la maison, c'est plus risquant qu'en les gardant dans une banque. Parce que la maison peut brûler, prendre feu. On peut vous voler. Il y a des souris qui peuvent manger aussi vos billets de banque. Et puis, c'est de l'argent mort. Je peux dire que vous n'investissez pas. Votre $100, après 10 ans, ça restera toujours $100. Mais si vous les mettez dans une banque, $100 ne sera pas égal à $100 après 10 ans. Il y a tellement à dire sur les banques, mais je voudrais très rapidement, avant de passer à notre deuxième sujet, essayer de comprendre un peu. Parce que dernièrement, j'ai lu un communiqué où on mettait la Freeland, je crois. C'est la Freeland First Bank. Sous gestion assistée sous du liquidateur. De la Banque centrale. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour les clients qui sont à Freeland, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre par sous tutelle de la banque? Quand on met une banque
sous tutelle de la Banque centrale, c'est-à-dire il y a un problème. On évite la faillite à la banqueroute. Il y a la Banque centrale qui est là, je l'ai dit tout à l'heure, comme un arbitre financier et monétaire dans les pays, pour régenter un peu le secteur financier et monétaire du pays. Il y a eu la BIAC qui est tombée en faillite, il y a eu la Banque congolaise, Bancor, et puis il y a eu Biblos Bank. Aujourd'hui, nous avons un nouveau cas qui se présente devant la Banque centrale, devant Malangu Kabedi, c'est à Freeland. Il y a trop de problèmes là-bas. Il y a des bruits qui courent du faisant dire à certains épargnants, ceux qui ont des comptes là-bas, que la banque va tomber en faillite bientôt. Il y a des gens qui récupèrent de l'argent. Votre argent. Et en récupérant la banque centrale du Congo cherche à sauver Afriland par tous les moyens. Lorsqu'on met sous tutelle, on peut sauver. Mais c'est une gestion transitoire. Il y avait un comité de gestion. Donc la banque centrale a trouvé que les comités de gestion qui a été mis à l'écart n'a pas bien géré la banque. Et nous avons besoin de cette banque-là pour le développement de notre indépendance économique. La banque centrale ne peut pas laisser toutes les banques tomber en faillite. C'est notre économie qui va en subir un grand coup et surtout les petits épargnants. Souvenez-vous de la situation qui est arrivée à la BIAC. Ceux qui ont perdu beaucoup d'argent, ceux qui n'ont pas pu récupérer leur argent, la majorité, ce sont les petits épargnants. La Banque centrale est là aussi pour protéger les petits épargnants. Parce que ce sont ces petites épargnes-là, mises ensemble, quand les banques les récupèrent, elles les prêtent maintenant aux investisseurs, que ce soit locaux ou étrangers qui veulent investir ici, à des taux d'intérêt accessibles. Mais s'il n'y a plus d'épargne, les gens... Mais le fait de donner déjà la nouvelle qu'elle est sous tutelle, cette nouvelle-là, elle fait peur. Les gens sont sceptiques maintenant au banc. Elle fait peur dans un pays où on n'a pas de culture bancaire. Dans un pays où on a des cultures bancaires, quand on vous dit que non, on a nommé un administrateur là-bas indépendant par la Banque centrale pour vous gérer votre banque, il n'y a pas à avoir peur. Toutes les garanties ont été prises par le gouvernement Sama Lukonde pour que cette banque-là, à Freeland, ne tombe pas en faillite parce que ça risque de donner une mauvaise image sur le secteur financier et monétaire de la République démocratique du Congo. D'autres investisseurs qui veulent entrer dans ce secteur vont hésiter, vont dire voilà, c'est la 5e banque qui est tombée en faillite. Donc c'est un secteur où il y a beaucoup de problèmes, le climat des affaires n'est pas bien, nous prêtons de l'argent, les gens ne les remboursent pas. Il faut calculer aussi les risques. Ce n'est pas pour rien que les banques ont une direction risque. Dans chaque banque, il y a une direction risque. Avant de prêter de l'argent, on évalue les risques. Okay. Quand vous ne savez pas évaluer les risques, vous prêtez aux clients doutés. Voilà. Bon, on va clore maintenant le chapitre. Vous avez parlé rapidement, vous avez parlé des clients, des petits clients qui viennent à la banque. Mais est-ce que ces petits clients bénéficient même des services de la banque? Parce que beaucoup disent, même lorsqu'ils ont besoin de prendre un crédit à la banque, c'est un problème. Et puis quand ils prennent des crédits, c'est avec des taux très élevés. Est-ce que vraiment les banques qu'on a ici profitent à nous, les petits, qui allons mettre notre argent en banque? Si on vous prête de l'argent à des taux élevés, ce n'est pas le problème de toutes les banques que j'ai citées là, les 4 types de catégories. Les problèmes sont au niveau de la Banque centrale. La Banque centrale fixe toujours un taux directeur. Dans tout pays, on fixe un taux directeur. On dit au banque commercial, quand vous prêtez de l'argent, vous ne pouvez pas aller au-delà de ces taux. Quand vous voulez appliquer votre taux d'intérêt. Ces banques-là, c'est conforme aussi. Quand vous aussi, vous venez pour prêter leur argent, elles ont des taux à appliquer aux clients. Pas à court terme, à long terme et à moyen terme. Élevé, les gens se plaignent. Maintenant, le problème, c'est quoi? Pour qu'on vous prête de l'argent, on vous demande aussi... Non, la procédure est la même dans toutes les banques du monde. Le problème, c'est vous voulez financer quel secteur? C'est comme les institutions financières internationales, la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux. Quand ils donnent de l'argent aux États, ils donnent des directives. Ils disent que vous ne pouvez pas utiliser cet argent pour tel secteur. L'argent de la Banque mondiale, du FMI, le gouvernement ne peut pas utiliser ça pour payer les salaires des agents de l'État, pour payer des primes. Cet argent sert à investir dans les secteurs porteurs de croissance. Okay. Idem pour les banques locales installées au pays.
On ne peut pas, vous ne pouvez pas venir parce que votre entreprise est en faillite, vous avez des difficultés pour payer les salaires. On en a vu avec certaines entreprises publiques ici. Vous venez prendre 20 millions de dollars pour payer 3 mois de salaire d'arriéré chez vous, pour vos agents. Mais ce n'est pas un secteur porteur de croissance. Demain, vous revenez encore, mais la banque va tomber en faillite. Mais si vous venez prendre 20 millions de dollars, vous dites à la banque, moi, je vais créer une cimenterie dans l'ex-province orientale. Je vais créer une cimenterie, par exemple, à Guémena. Moi, je vais transformer les fruits qui pourrissent dans les grands bancs d'Ounoumé, dans le Congo central. Je vais créer une entreprise qui va fabriquer du jus. On va vous donner, parce que vous investissez dans des secteurs porteurs de croissance, ça va vous permettre de rembourser parce que vous allez vendre, vous aurez des bénéfices. Mais quand vous prêtez de l'argent, vous empruntez de l'argent pour aller payer des salaires, il n'y a pas d'investissement. Non. Il n'y a pas d'investissement. C'est pour cela que les banques ne payent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Tous les projets que vous amenez à la banque pour demander des financements ne sont pas bancables. Il y a des projets bancables connus par les banques. Les banques savent que non, si quelqu'un nous amène un projet dans tel secteur, nous finançons. Par exemple, dans les mines, si vous allez demander de l'argent pour développer l'industrie minière de la RDC, on va vous prêter de l'argent. Les banques savent que non, c'est un secteur porteur de croissance. À ces instants où nous parlons, il y a flambée des matières premières, il y a l'embellie des matières premières. Donc, il y a moins de risques par rapport à prêter à celui qui veut investir dans un secteur non porteur de croissance. C'est en fait ça. Et puis, il y a aussi la limitation. Vous, on vous paye 1 000 dollars. Vous voulez emprunter 100 000 dollars. Votre capacité de remboursement est faible. Et il y a des lois qui interdisent à l'employeur, déjà, quand vous prenez un crédit au travail, l'employeur ne peut pas, à chaque mois, prendre tout l'argent jusqu'à vous priver le minimum vital. Vous avez une famille à nourrir, les loyers à payer, les factures d'électricité. Idem aussi pour les banques. Vous venez, vous demandez 100 000 dollars pour vous lancer dans une affaire. Mais votre salaire est de 200 dollars. Madame, quand est-ce que vous allez rembourser les 100 000 de la banque? C'est impossible. Il faut attendre combien d'années? Ce sont des raisons qui poussent certaines banques à ne pas... Voilà, des contraintes. Okay. L'une des contraintes, c'est la capacité de remboursement qui est faible. Nous avons aussi un sérieux problème. C'est le climat des affaires, le problème aussi de la confiance. En matière d'argent, il y a aussi la confiance. Monsieur Dieudonné a déjà commencé à parler des mines. On ne peut pas parler République démocratique du Congo sans pour autant faire allusion aux mines, qui est un secteur vraiment qui donne de l'argent à l'économie de la République démocratique du Congo. C'est donc notre deuxième sujet. Les mines en République démocratique du Congo. On dit toujours que le Congo est riche, mais sa population, paradoxalement, sa population est très pauvre. Nous allons essayer de comprendre pourquoi, mais prenons d'abord cet extrait choisi pour vous. Il s'agit bien sûr d'une interview qui a été accordée par M. Youma à Alain Foucault. Je pense que c'est la conséquence de mauvais choix ou d'orientations qui ont été dictées fin des années 90, début 2000, quand, à la suite, effectivement, de l'environnement politico-social que vous connaissez, l'État congolais a été contraint, sous le conseil de ses partenaires multilatéraux et même bilatéraux, de céder la majorité des actifs miniers à des partenaires étrangers, sous l'espoir que ça générerait des revenus, comme je dis souvent, du lait et du miel pour le peuple congolais. Fin des années 90, vous connaissiez la situation politique et sécuritaire du pays. L'État était financièrement exsangue et les entreprises minières aussi du pays étaient techniquement à bout de souffle parce que durant les décennies antérieures, l'État actionnaire, par une certaine boulimie, leur avait privé de ses fonds pour réinvestir, se développer. Et puis elles avaient été toutes contraintes de contribuer aux efforts de guerre d'une façon ou d'une autre. C'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons gentiment on sait comment on conseille. Voilà, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite qu'on ne devrait jamais faire.
dans nos pays africains. Monsieur Dieudonné, Monsieur Youma parle très clairement du mauvais choix de l'État congolais, un mauvais choix opéré vers la fin des années 90 et les débuts des années 2000. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par mauvais choix dans la politique 2000? Il a raison, mais permettez-moi de préciser, l'interview que les gens vont suivre, c'est une interview accordée à la presse par l'ancien président du conseil d'administration de la Générale des Carrières et des Mines, la GECAMINE, Albert Youma, qui n'est plus le PCA de la plus grande entreprise minière du pays. Au moment où nous parlons, il est resté le président du patronat privé congolais. La FEC. Il a raison, la FEC. Il a raison en disant que si 62 ans après l'indépendance, nos ressources naturelles, c'est-à-dire les mines, les hydrocarbures, les gaz, les bois congolais, n'ont pas pu profiter aux Congolais, il a raison. L'une des raisons, c'est qu'il y a eu d'abord la colonisation. Il y a eu, pendant beaucoup d'années, les pays étaient sous la colonisation belge. Donc les ressources naturelles du pays profitaient plus à la mère patrie qu'au Congo. Il y a eu le deuxième problème, c'est quand nous avons accédé à l'indépendance, nous avons fait pendant 70 ans des mauvais choix. Et sur ce point de vue-là, il a raison. Mauvais choix, pourquoi? Il y a certains mauvais choix faits par nous-mêmes, comme dignitaires, comme gestionnaires, comme peuple. Il y a aussi des mauvais choix qui ont été téléguidés à partir de l'étranger, sous la pression. Les pays étaient divisés en trois dans les années 2000. Et puis, il y a eu des mauvais choix avant les années 2000 dits à la zaïrianisation, qui a fait que beaucoup d'entreprises ont pu quitter les pays, et surtout des investisseurs, parce qu'à côté de la GECAMINE, il y a d'autres petites GECAMINE qui s'étaient développées. Je me souviens même, il y a des câbles électriques qui étaient produits au Katanga grâce à des unités de production créées autour de la GECAMINE. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y en a pas, mais nous saluons déjà les retours de quelques investisseurs dans ce secteur-là. Mauvais choix, pourquoi? Les pays venaient de sortir de la Première Guerre mondiale africaine, on a appelé ça ici. C'était l'agression rwando-ougando-burundaise contre la République démocratique du Congo. Et celle-ci avait aussi ses alliés zimbabwéens, namibiens, angolais, pour ne pas laisser l'État tomber en déliquescence. Mais lorsque la paix est revenue, grâce à l'accord de Lusaka, on avait conseillé aux pays, au gouvernement de l'époque, par les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire vous devez libéraliser le secteur des mines. Les codes que vous avez là n'est pas propice pour les affaires, pour le développement de l'industrie minière. Vous devez mettre en place un nouveau code minier. Et en 2002, on a doté les pays d'un nouveau code minier qui a été libéral, mais qui a été révisé en 2018, qui a été libéral. Mais ce libéralisme économique a profité aux multinationales et à leurs pays d'origine. Parce que je vous donne des chiffres. Voilà. Maintenant qu'on a revu... Bon, moi, je ne suis pas trop chiffre, parce que la population, là, okay. Elle comprend maintenant qu'on a revu quelque chose qu'on commence à entrer dans les trésors publics. Quand on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, les pays a franchi là-bas des 10 milliards comme budget de l'État, c'est grâce aussi à l'embellie des produits miniers marchands. C'est grâce aussi à la contribution du secteur minier dans les budgets de l'État. L'actuel code, oui, on peut compter sur ces codes. D'ailleurs, si ces codes étaient mauvais, voilà. Si ces codes étaient mauvais, mais vous n'allez pas aussi longtemps, de 2002 à 2018, pour réviser un code. Mais on avait un gouvernement de belligérance. Et on avait mis ces codes-là dans les mêmes codes. Et le législateur a mis des clauses de stabilité. C'est-à-dire, quand vous signez une convention avec une entreprise minière, vous ne pouvez pas la réviser avant 10 ans. Donc, quand vous prenez 2002,
à 2012, le pays avait déjà commencé à penser à la révision du code de 2002. Mais il y a eu des pressions à l'international. Oh non, il ne faut pas réviser ces codes-là. Nous avons perdu beaucoup de temps entre 2012 jusqu'en 2018 pour réviser ces codes-là afin qu'ils soient profitables et aux investisseurs et aux propriétaires des mines que nous sommes, nous, les peuples congolais. Donc, ça a pris du temps. Aujourd'hui, on peut dire une piste de solution. Pour une piste de cause, c'est ces codes-là. Moi, je pense qu'il faut maintenir les codes-là, même si certains miniers regroupés autour de 6 grandes entreprises minières du pays, vous avez Glencore, vous avez Barrick, vous avez Kamoa et j'en passe. Même si ces 6 grandes entreprises-là nous demandent de revenir à l'ancien code parce que ce code ici n'est pas profitable à eux. Moi, je pense non. Dans ces codes, quand on l'élaborait, on a tenu compte des points de vue de tout le monde. On a associé la société civile, on a associé les miniers, tout le monde, toutes les parties prenantes ont participé à l'élaboration de ces textes-là qui est en vigueur. Moi, je pense que ce texte-là de 2018 est meilleur que celui de 2002. Il faut les maintenir. C'est l'une des voies de sortie pour que demain, les richesses nationales puissent profiter au pays, au Congolais. Mais est-ce qu'on peut avoir d'autres piliers à part le code qui nous aide à avoir il suffit pas d'avoir une bonne loi, un bon code minier pour développer ce secteur afin qu'il profite aux Congolais. Il faut les infrastructures. Il faut dire que les mines encore sont détenues par... Il faut des infrastructures, je m'explique. Demain, les investisseurs vont venir. Nous produisons les cuivres, les cobaltes, nous produisons les bois, nous produisons les pétroles et les gaz. Mais il faut exporter. Les investisseurs étrangers il faut exporter. Mais les voies d'évacuation, elles ne sont pas nombreuses, elles sont longues, elles sont coûteuses. Il faut raccourcir les voies d'évacuation. C'est pour cela que vous avez vu dans l'ex-Katanga, on est en train de construire une deuxième voie d'évacuation des minéraux qui va permettre au pays de gagner au moins 150 à 200 km. La route qui va passer par Solwezi pour aller en Zambie. C'est l'une des solutions. L'autre solution, c'est qu'il faut donner de l'énergie. L'énergie, c'est le moteur de l'économie. Nous voulons qu'on puisse raffiner nos minéraux ici afin de donner de la valeur ajoutée à ces matières premières. Nous voulons créer des chaînes de valeur, mais comment on va les créer sans énergie? Les gens achètent nos minéraux bruts, ils partent les exploiter et les transformer en produits finis qui nous reviennent comme des câbles électriques, comme des bijoux, quand on parle de l'or. Et voilà comment nous perdons. Nous achetons notre propre produit plus cher. Il faut réfléchir à implanter... Il faut de l'énergie, il faut développer les infrastructures. Il faut continuer à améliorer les climats des affaires. Il faut moderniser les chemins de fer. Il faut garder les peu d'investisseurs que nous avons dans ces secteurs-là. Parce qu'il y a certaines réformes qui sont contre-productives, qui font fuir certains investisseurs. Il y en a même ceux qui sont venus pendant que les pays étaient en guerre. Il n'y avait pas d'épée. Ils ont risqué en mettant des milliards de dollars dans ces secteurs. Et aujourd'hui, ils sont avec nous pendant que le pays est en train de se normaliser. Je pense que la politique gouvernementale doit rester celle-ci. Garder les investisseurs que nous avons au pays, attirer d'autres en faisant des réformes courageuses, productives, qui ne découragent pas les futurs investisseurs. Et surtout, mener un grand combat contre la faillite de nos banques. Voilà. Voilà, c'est avec ce mot, mais vous comprenez qu'il y a tellement de choses à dire dans ces secteurs des banques et des mines. Nous y reviendrons certainement avec des émissions plus élaborées et où nous allons un peu plus consacrer le temps pour que les téléspectateurs nous comprennent mieux. Merci beaucoup, Monsieur Dieudonné. Merci à vous de m'avoir invité et j'espère être avec vous prochainement. Très bien. Merci également à vous. Vous avez été très nombreux à nous suivre ce soir sur Géopolis Télévision. Le rendez-vous est pris dans les prochains jours. Restez sur nos antennes et merci à l'équipe qui nous a coordonnés ce soir sous la coordination du numéro 1, M. William Albert Kalengai. Merci beaucoup et à très bientôt sur nos antennes.